Voilà, merci d'être avec nous. Donc, Clémentine Autain, vous êtes féministe. Bonsoir. Et vous êtes directrice du mensuel Regard. Christopher Mesneau, avocat au barreau de New York et de Paris. Sarah Louken, journaliste à BFM TV. Et vous avez vu tous les rushs et décrypté et fait ce sujet d'images exclusives de BFM TV présentées. Donc, qui sont ces images de la vidéosurveillance de l'hôtel Sofitel le 14 mai dernier. On va les voir en même temps que je parle, dans lesquelles on voit Dominique Strauss-Kahn quitter l'hôtel, dans lesquelles on voit aussi Nafissatou Diallo se retrouver dans le couloir. Témoigner, expliquer la scène aux agents de la sécurité, la mimer. Effectivement, elle fait beaucoup de gestes. À un moment, elle touche sa poitrine. Donc, effectivement, elle raconte la scène. Il y a un moment aussi assez surprenant où on les voit, où elle mime la scène avec l'une des responsables de l'hôtel, où elles sont dans un jeu de rôle. Il y en a une qui fait la victime, l'autre qui fait l'agresseur. Voilà, elle mime toutes ces... Voilà, on les voit en même temps et vous les avez tous les deux donc vus avec nous. Je vous propose d'écouter ce que dit Michel Taubman, le biographe de Dominique Strauss-Kahn, qui a écrit un livre donc, sur la contre-enquête autour de cette affaire du Sofitel. Il accuse, on va l'écouter. C'est l'ensemble de vos enquêtes qui démontrent que Dominique Strauss-Kahn a été piégé, qu'il était surveillé, qu'il était espionné, et qu'il y a un petit groupe de gens que l'on voit là sur ces images. Moi, je ne peux pas incriminer au-delà de ces 4 ou 5 personnes. Notamment les deux personnes qui dansent de joie. Brian Yearwood, le responsable de la surveillance des caméras. La surveillance. On voit sur les images. Voilà, donc l'accusation est claire. Piège tendu à Dominique Strauss-Kahn par des gens du Sofitel. Voilà. Est-ce que, d'abord, peut-être vous, Sarah Lou, quand vous voyez ces images, c'est ce que vous ressentez ? Moi, j'en tire pas de conclusion, Ruth. Il y a certains éléments qui m'ont troublée, mais qui relèvent pas du piège, de l'attitude de Nafissatou Diallo, qu'on voit souvent très seule dans ce moment-là, de, effectivement, la danse de la joie qui est surprenante. On va aller j'en voir tire après. Pas de conclusion. Alors, Clémentine Autain, votre première réaction ? Monsieur Taubman défend sa thèse depuis le début, toujours la même. Donc voilà, il va tirer les images dans ce sens-là. Moi, je les ai vues et je ne trouve pas qu'elle apporte beaucoup d'eau au moulin, si ce n'est qu'en effet, le fait de mimer la scène juste après, voilà, ça donne plutôt le sentiment qu'elle est en train de raconter ce qui vient de se passer. Il y a cette scène étrange où les deux se tapent dans la main et ont l'air très, très joyeux, mais... c'est impossible d'interpréter pour quelle obscure raison, on n'en sait rien. Donc, ce qui est, on se le disait tout à l'heure, mais ce qui est profondément regrettable, c'est que nous soyons là mis en position de jury, alors que la justice au pénal n'a pas fait son travail. Et c'est ce travail-là qu'on aurait aimé qu'il soit fait. Voilà, ça c'est la fameuse danse donc, qui dure 12 secondes. On l'a chronométrée puisqu'il y avait une polémique sur le temps, la durée de cette scène, donc on l'a chronométrée. Christopher Mesneau, le regard de l'avocat, avant qu'on décrypte peut-être image par image, comment vous avez vu ce document ? C'est un document, c'est un document qui va servir et qui va être examiné par les jurys au civil aussi. Exactement. Alors, indépendamment de la danse de joie, tout le reste pourrait être interprété comme on souhaite. Parce que Mme Diallo, à certains moments, avait l'air troublée, à d'autres moments, plutôt posée et calme. Monsieur Strauss-Kahn, est-ce qu'il a vraiment quitté l'hôtel précipitamment ? Apparemment, sur les images, non. Ça, c'est une des choses qui est assez évidente. On a vu... Donc ça plaide un peu en faveur de la thèse de M. Strauss-Kahn, comme quoi il n'avait aucune raison de partir précipitamment parce qu'il ne s'est passé rien de pénal dans la chambre. Donc je pense que c'est une pièce qui apporte des bouts de lumière de part et d'autre, mais qui ne règle rien du tout. Sauf que ça veut dire qu'on a aussi une projection sur comment chacun des acteurs doit réagir dans ce type de situation. Donc on peut dire, Nafissatou Diallo, après avoir été violée, doit être totalement en train de pleurer en permanence et effondrée, ce qui n'est pas le cas. Enfin, là, pour le coup, moi, je peux témoigner. Quand j'ai été victime de viol, il y a eu des moments même où je riais. Après, on aurait pu me prendre en vidéo, parce qu'on passe par des instants qui sont des instants divers et variés. Un violeur, de la même manière, peut être agité ou, au contraire, très serein, avec ce sentiment d'impunité totale qui l'anime. Donc, je trouve que c'est très difficile d'interpréter, pour le coup, ces images. Les images qu'on aurait voulu avoir, c'est celles de la scène en elle-même. Oui, mais ça n'existe pas. Enfin, à notre connaissance. À notre connaissance, pour l'instant, elle n'existe pas. On n'a pas non plus les images de la sortie de la chambre. Effectivement, là, peut-être que Nafissatou Diallo aurait eu une attitude différente. Pourquoi on ne les a pas ? Parce qu'il n'y a pas de caméra de surveillance au niveau des couloirs. Accor explique qu'on considère les couloirs comme des zones privatives. Donc, c'est là aussi la raison pour laquelle on n'a pas ces images. C'est vrai que j'insiste sur l'attitude sur la victime, parce que c'est aussi ce qu'on a beaucoup dit sur Tristan Banon. Quand on a vu la vidéo chez Thierry Ardisson, elle avait une attitude qui correspond
qu'on n'est pas à l'attitude qu'on estimait devoir être celle d'une victime. Et je pense qu'il faut faire très attention à ces interprétations. Et quand elle avait témoigné, Nafissatou Diallo, vous vous souvenez, la vidéo où on la voit interviewée par un journaliste aux États-Unis, on entendait en boucle en France des psys comportementalistes qui disaient elle a fait comme ci ou comme ça veut dire qu'elle a menti ou pas menti. Parce que ses avocats aussi s'étaient engagés, avaient dit qu'elle était prostrée, donc je veux juste dire on a voulu aussi confronter. Je veux juste dire que quand même, ces interprétations psy peuvent être quand même contestables et dangereuses. Sujettes à caution, contestables. Et je pense même que chez les psys, d'autres diraient c'est pas correct de faire des choses comme ça en voyant juste à la télévision sur quelques images. Donc peut-être que dans le cadre d'une procédure pénale, en l'occurrence, ça n'aura pas lieu, mais dans le cadre de la procédure civile, peut-être que ça peut être mis à l'appui. Mais pour nous, je pense que c'est difficile d'interpréter. Comment ça peut se passer sur le plan juridique pur, ces documents-là, comment ça va se passer? Ils vont être examinés. Ils pourraient le verser au débat, c'est-à-dire chaque partie va prendre le morceau qui lui convient. Donc pour les avocats de M. Strauss-Kahn, ils vont montrer le fait qu'il a quitté l'hôtel apparemment sans précipitation pour dire que finalement, il n'était pas pressé parce qu'il ne s'est rien passé. Pour les avocats de Mme Diallo, ils vont plutôt pencher sur la partie où elle a essayé de faire une reproduction de ce qui lui s'est passé, de ce qui lui est arrivé. Et après, il y a cette fameuse danse de joie qui reste inexplicable. Et la thèse comme quoi il fêtait une victoire, un match de football ou quelque chose, pourquoi il se serait isolé dans une pièce à part pour fêter une compétition sportive, ça, en revanche, ça manque totalement de crédibilité comme explication. Il y a un vrai doute sur cette danse de joie, en tout cas, le fait qu'il se soit isolé 1 minute seulement après l'appel lancé à la police. Oui, c'est bien ça. Effectivement. Alors, Michel Thoman fait un lien de cause à effet. Effectivement, ça a lieu juste après. La direction d'accord explique aujourd'hui que leur avocat a interrogé les 2 agents et qu'ils ne se souviennent plus de la raison pour laquelle ils ont explosé de joie. Alors ça, c'est peut-être un petit peu particulier comme thèse. Et on aurait pu faire une autre hypothèse, qui est qu'il savait que Dominique Strauss-Kahn avait ce type de pratique et qu'il a été attrapé grâce à ce témoignage. Et peut-être qu'il s'amusait de se dire, ça y est, on l'a attrapé. On peut faire tout un tas d'hypothèses. Donc c'est ce que dit aussi Michel Thoman. C'est-à-dire que c'est peut-être un piège tendu à Dominique Strauss-Kahn à l'intérieur du Sofitel. C'est incroyable cette histoire de piège. On lui met une femme sous le nez et on le tente et donc il va la violer. Non, d'autant plus que ce énième rebondissement, parce que c'est quand même une saga. Ça fait 5 mois d'ailleurs, je pense que les gens en ont un peu ras-le-bol. Mais ce énième rebondissement, il tombe à un moment donné où depuis, malheureusement, il y a eu l'affaire Bannon, il y a Dodo la Saumure dans le Nord. Ça commence à s'amasser aussi contre Dominique Strauss-Kahn. Mais sans que quoi que ce soit définitivement tranché. En fait, chaque fois qu'on a un incident, il y a un début de procédure qui est censé donner lieu à un procès. Mais chaque fois, pour différentes raisons qu'on connaît tous, on n'a pas le procès. Donc, en fait, on ne tranche rien. Mais vous savez aussi la difficulté dans ce type de violence. Non, mais dans l'affaire du Carlton, il ne se passe rien. Il y aura des auditions, il y aura des choses. La procédure a commencé, mais elle est en cours. Mais on ne sait pas si elle va aboutir. Et il ne s'est pas rien passé dans l'affaire Bannon, puisqu'il y a eu un classement sans suite, mais ça a été qualifié comme une agression sexuelle. Donc, il n'y a pas totalement rien non plus. Certes. Voilà. Mais il n'y avait pas de procès. L'avocat que je suis navré, effectivement, il n'y a pas de procès, mais c'est qualifié comme agression sexuelle et c'est le délai de préemption qui a fonctionné. De prescription, pardon. Mais ça ne suffit pas en droit de condamner M. Strauss-Kahn à quoi que ce soit. J'entends bien. Justement, de quelle façon le contexte général peut peser dans ce procès au civil l'accumulation des choses? Donc il y a le Sofitel, il y a peut-être l'affaire Bannon et peut-être l'affaire du Carlton. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les jurés au civil vont prendre en compte? Très certainement. Et je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui est resté un peu sur sa faim en disant, dans la mesure où on n'a pas eu un procès en pénal, on ne saura jamais toute la vérité, même en civil, parce que c'est plutôt une action menée pour de l'argent. En revanche, on voit tout ce qui sort depuis le classement sans suite de l'affaire pénale. Et je pense que le procès civil l'année prochaine risque d'être extrêmement animé. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des commentaires à New York autour du procureur après toutes ces affaires? Est-ce qu'on lui a reproché des choses, d'avoir abandonné ou On suit très attentivement l'affaire de Lille et tout ce qui tourne autour de l'affaire de Lille. J'ai vu cet après-midi que le New York Post est d'ores et déjà fait jeter la lumière sur ce qu'on a vu tout à l'heure grâce à BFM. Donc ça commence encore une fois à revenir sur la scène médiatique à New York, mais avec moins d'intensité qu'il y a 3-4 mois.
Oui, effectivement. Même si on peut juste ajouter que pour l'instant, par exemple, les avocats de Nafissatou Diallo n'ont pas pris contact avec les prostituées, par exemple, de l'affaire du Carlton. Pour l'instant, il n'y a aucun contact qui a été pris. En revanche, ils ont rencontré l'avocate Tristan Banon récemment quand ils sont venus à Paris. Mais donc voilà, pour l'instant, ils ne font pas encore le lien. Oui, mais il leur reste beaucoup de temps avant le début de la partie, du procès en civil. Voilà, donc ces documents, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, Sarah Lou, qui ne sont pas dans le montage parce que, évidemment, vous avez dû trancher. On a dû faire des choix forcément dans un montage. J'ai des rushs qui durent 1h40. Il y a beaucoup de moments d'attente, ce que je vous disais, d'attente de Nafissatou Diallo seule dans les couloirs. Ça dure très longtemps où elle est, effectivement, moi je trouve, pour quelqu'un qui aurait subi un viol, elle n'est pas du tout réconfortée, épaulée. Ça, c'est assez surprenant. Il y a même une image, un moment où elle est debout et puis il y a quelqu'un à côté qui lit un journal. Voilà. Et elle est censée raconter quelque chose de grave et quelqu'un lit un journal juste à côté d'elle. Donc c'est assez surprenant. Peut-être ça dit aussi quelque chose sur le rapport de classe. C'est une femme de chambre. Et puis sur la grande tolérance sociale. Quand Tristan Banon raconte sur le plateau de Thierry Ardisson la scène de tentative de viol, ils ricanent tous et ils passent à autre chose et ça passe, comme dirait l'autre. Donc les comportements il y a aussi, eu un appel aux policiers, évidemment, là, et ensuite... C'est ce que je dis, mais l'attitude de tel ou tel devant ce genre de récit est très complexe parce qu'on est dans une société qui n'a pas l'habitude d'entendre le récit de telle violence. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Évidemment, vous allez revoir ce document dans son intégralité dans un instant, évidemment, avec Alain Marchal dans le 20h. À tout de suite.